Vous écoutez La Story, issue de l'épisode S802 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 21 mars 2024. La Story vous est présentée cette semaine par Fujifilm et sa gamme d'appareils photo série X hybride dotée du capteur APS-C CMOS X-Trans, une technologie exclusive au service de la qualité d'image. Restaurer et coloriser d'anciennes photos noir et blanc. Telle est la démarche de l'artiste belge Marie-Lou Chatel qui cherche, à travers ce procédé, à lutter contre l'érosion du temps et à ajouter de la couleur à la mémoire collective. Depuis un peu plus d'une décennie, son champ d'action se situe à mi-chemin entre celui du photographe, de l'historien et du restaurateur de tableaux anciens. Elle se définit comme une narratrice visuelle. Le déclic a lieu lorsqu'elle découvre le portail numérique de la Bibliothèque du Congrès américain, un véritable trésor qui recèle de nombreuses photos historiques noir et blanc, accessibles en haute définition et libres de droit. Elle procède à quelques essais. Les versions couleurs qu'elle obtient sont une révélation. Elle met alors à profit son expertise de Photoshop pour donner une seconde jeunesse à des photos prises dans la première moitié du XXe siècle. Influencée, entre autres, par les œuvres de grands maîtres tels Gary Winogrand ou Saul Leiter, elle s'évertue à rester fidèle à l'histoire et à l'intention de l'auteur, ce qui suppose un gros travail de recherche et de documentation pour contextualiser une œuvre d'un point de vue historique. Cette étape permet ensuite à Marie-Lou Chatel d'établir une palette de couleurs qui tient compte des tendances vestimentaires et architecturales de l'époque à laquelle la photo a été prise. Elle agit avec minutie sur sa palette graphique pour nettoyer les éléments qui nuisent à la lecture de l'image. Elle concentre son regard sur les textures et les matières. Il est autant question de maîtrise technique que de parti pris sur le plan esthétique, puisqu'elle livre son interprétation en couleur d'une photographie noir et blanc. La colorisation d'œuvres monochromes a fait l'objet de nombreux débats dans le milieu du cinéma aux États-Unis. De grands réalisateurs comme John Huston, Woody Allen ou Orson Welles y sont farouchement opposés. En revanche, le procédé est devenu courant dans l'univers du documentaire, dans la série historique Apocalypse, par exemple, qui retrace les grandes étapes historiques de la Première Guerre mondiale jusqu'à la guerre froide. En tant qu'artiste, Marie-Lou Chatel recherche avant tout l'équilibre entre exactitude historique et créativité, tout en restant fidèle à l'idée originelle du photographe. Au cours de son processus de colorisation, elle vérifie le statut légal de l'œuvre. En général, elles sont issues du domaine public, libres de toute restriction, incluant la manipulation. Pour autant, elle ne transforme pas les éléments, elle ne recourt pas à l'intelligence artificielle. Dans les crédits, le lien entre l'œuvre originale et la vision de Marie-Lou Chatel est clairement établi, puisque le nom de l'auteur figure aux côtés du sien, une sorte de sceau d'authenticité qui prouve que la manipulation d'une image peut être effectuée de manière saine et rigoureuse. Bon, évidemment, ce genre de manipulation d'images résonne particulièrement ces derniers jours avec le Kate Middleton Gate et cette photo retouchée qui a été retirée d'ailleurs de plusieurs agences photo officielles. Ouais, puis beaucoup a été dit, écrit sur ce sujet. D'ailleurs, il y a un article sur Phototrend aussi. Tout à fait. Et c'est important. C'est important d'en parler et on pourra y revenir parce qu'il y a d'autres manières aussi d'aborder ce Kate Middleton Gate, comme tu l'as dit, puisque il est question aussi d'éthique, de l'utilisation d'images issues d'autres sources par des agences de presse. Donc ça, c'est un autre débat. Mais je trouvais intéressant de parler d'autres domaines dans lesquels on parle de manipulation d'images, mais avec des intentions qui sont plutôt nobles. En l'occurrence, là, ça consiste à dépoussiérer l'histoire, à restaurer des images anciennes. Et pourquoi pas donner un regard neuf sur un événement passé à des jeunes générations qui s'y intéresseraient peut-être pas forcément. Donc, il y a aussi un débat. Est-ce qu'il faut ou non coloriser des images noir et blanc ? Donc, comme je l'ai dit, dans le cinéma, c'est un énorme débat. Il y a beaucoup de réalisateurs qui sont opposés. J'ai cité Woody Allen, John Huston, mais Spielberg, Scorsese, il y en a beaucoup. Là, il est question aussi d'une création, d'une démarche artistique. Et cette fameuse Marie-Lou Chatel ne s'en cache pas. Elle a colorisé des images de Dorothea Lange, par exemple, célèbre photographe américaine pour ses travaux de la Grande Dépression, des images noir et blanc qui sont très connues, mais
Je vous invite à aller sur son site, à regarder les résultats. C'est plutôt probant. Elle en vend aussi des images sur Yellow Corner. La démarche est transparente. On la jugera à l'aune de ce qu'on en pense et surtout sur pièce, quoi. Ouais. Alors, elle fait ça à la main, sans intelligence artificielle, mais bon, voilà, c'est sûr que ce genre de manipulation sont potentiellement des choses qui se prêteraient bien à être automatisées dans un futur plus ou moins proche avec des IA. Ça me fait penser, tiens, cette espèce de côté interprétation des couleurs, personnalisation rendu créatif, ces fameux filtres de simulation de films dont Fujifilm s'est fait quand même une très grande spécialité au cours des années. J'imagine que naturellement, tous ces filtres sont à retrouver dans la dernière version du X100, qui est l'appareil par excellence pour les utiliser, non, Jean-Nicolas? C'est certain que les simulations de films sont parmi les principaux atouts des appareils Fuji. Ça permet de retrouver en fait le charme des pellicules d'antan avec des couleurs qui sont plus ou moins saturées, des contrastes qui sont plus ou moins doux. Et non seulement ça permet de donner plus de personnalité à ces images facilement, mais ça permet aussi de s'affranchir de l'étape du post-traitement, donc de photographier en RAW, de l'ouvrir sous Photoshop et Lightroom, etc. Ouais, c'est direct là. On peut carrément shooter que en JPEG et ensuite avoir des images qui sont particulièrement propres, qui n'ont pas besoin d'être post-traitées derrière. Il suffit simplement de les envoyer vers son téléphone et de les partager vers les réseaux sociaux et le tour est joué. Et ça ajoute une part de spontanéité à l'expérience de la photographie qui, je trouve, est vraiment très intéressante, très agréable et que j'apprécie beaucoup justement sur les appareils Fujifilm. Bien que je continue d'être nostalgique de la fameuse pellicule Superia que j'utilisais dans mes appareils argentiques. Mais bon, ça c'est encore notre débat. Bah, tu peux concocter, tu peux te servir de l'appli Fuji Recipes, donc les recettes de simulation de film qui permettent de concocter et de retrouver le charme perdu de certains films et de les intégrer dans C'est ton vrai. boîtier. Moi, c'est ce que j'ai fait sur mon X105. C'est le seul boîtier, je crois, parmi toutes les marques que j'ai, que j'utilise uniquement en JPEG, en effet, puisque je m'amuse à passer d'une simulation de film à l'autre et c'est assez kiffant, c'est assez plaisant. Bon, allez, on va conclure la story là-dessus. Merci Benjamin.